Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Mobilisation en demi-teinte dans les rues aujourd'hui contre la réforme du marché du travail. La journée d'action marquée par une unité syndicale de circonstance, CGT, FO, avait pour objectif de dénoncer l'accord sur la sécurisation de l'emploi, rebaptisé l'accord de la honte dans les cortèges. De son côté, le gouvernement rappelle que ce texte ouvre une nouvelle ère dans le dialogue social et constitue une avancée pour les salariés. Certains sont remontés, d'autres vraiment inquiets. Les ministres de l'équipe Hérault attendent tous avec appréhension les lettres de cadrage budgétaire. Selon le quotidien Le Monde, ces documents précisant les économies à faire l'année prochaine dans chaque ministère seront envoyés d'ici à la fin de la semaine. Et le père, la rigueur, Jean-Marc Ayrault, pourrait demander à ses équipes un effort de 4 milliards d'euros. Les détails avec Jean-Louis Gombaud ce soir. Plus de la moitié des Français ont déjà été confrontés à la perte d'autonomie d'un proche. La prise en charge de la dépendance des personnes âgées est un sujet majeur qui sera au cœur d'une réforme à venir. De nombreuses questions se posent sur l'accès aux maisons de retraite, trop cher pour de nombreuses familles, et les aides publiques mal réparties. On oublie aussi souvent les familles qui se retrouvent démunies et bien seules. Un sujet délicat et sensible, c'est le thème de notre grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ils étaient très remontés dans les cortèges contre ce qu'ils qualifient de duperie. Des dizaines de milliers de manifestants ont répondu présents aujourd'hui à l'appel de la CGT et de Force ouvrière dans de nombreuses villes de France. Une mobilisation en demi-teinte pour dénoncer l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Florence Thomazeau. La CGT et Force ouvrière côte à côte dans une manifestation, cela ne s'était pas vu depuis 1995. Mais pour défendre leur vision de l'emploi, les deux frères ennemis ont décidé de faire front commun. La CGT ne veut pas de ce plan de sécurisation de l'emploi qui prévoit notamment d'accorder de nouveaux droits aux salariés, comme les droits rechargeables à l'assurance chômage, en échange de plus de flexibilité. On touche au contrat de travail, votre temps de travail, votre rémunération ne vous sera plus garantie. Si ce texte passe, on pourra vous imposer une baisse de salaire, une augmentation du temps de travail et vous n'aurez d'autre choix que de vous plier aux injonctions de votre employeur. Plus que la flexibilité, certains élus dénoncent un texte synonyme de régression sociale qui menace le Code du travail. Le Code du travail, il a été construit pour protéger les salariés et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui pose un très grave problème et qui conduit à l'augmentation du chômage, c'est qu'on a fragilisé la protection des salariés et qu'on donne sans cesse plus de liberté aux actionnaires de licencier. Si on continue dans cette voie-là, eh bien on aura inévitablement une explosion du chômage, de la précarité et on affaiblira la société tout entière. Même si les deux syndicats se défendent de prendre François Hollande pour cible, dans le cortège, beaucoup fustigent la politique de gauche. La gauche au pouvoir gouverne un petit peu mal, parce que les gens n'ont pas, je pense personnellement que les gens ont voté, ont voulu virer Sarkozy, mais pas pour remettre la même politique, quoi, je pense. Donc actuellement, c'est un peu le cas, quoi, voilà. Le texte, voté par une majorité de syndicats et le MEDEF, sera examiné au Parlement en avril. FO et la CGT espèrent la suppression de tous les articles néfastes aux salariés, voire le retrait total du texte. Alors justement, comment concilier sécurisation de l'emploi et flexibilité des entreprises? C'est tout l'enjeu de cet accord qui a donc été signé le 11 janvier dernier par le MEDEF et 3 syndicats, dont la CFDT. Le texte transposant cet accord dans la loi sera donc présenté demain en Conseil des ministres et examiné début avril, d'abord à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat, pour une adoption définitive en mai. Que prévoit-il exactement? Les détails avec Camilla Campuzano. Flexi-sécurité, le maître mot de ce texte très technique. Théoriquement du gagnant-gagnant pour employeur et employé. Côté salarié, l'accord du 11 janvier signifie des droits rechargeables à l'assurance chômage. Quand le chômeur retrouve du travail, ses indemnités non utilisées sont donc stockées. Autre avantage négocié, une complémentaire santé financée par l'employeur pour tous les travailleurs. Après la sécurité, c'est la flexibilité qui est renforcée. Point crucial pour les entreprises, des licenciements facilités, des délais plus courts et la possibilité d'agir de façon unilatérale sous le contrôle de l'inspection du travail, donc de l'État. En cas de litige, le salarié n'a plus que 2 ans au lieu de 5 pour contester ce licenciement au prud'homme
et les indemnités sont limitées. Autre victoire du patronat, ce qui est appelé le maintien dans l'emploi. Le temps de travail quotidien et les salaires pourront être ajustés en cas de difficulté de l'entreprise. Et pour favoriser les CDI, les contrats courts seront taxés davantage. Les cotisations sociales passeront de 4% à 5,5 ou à 7% pour les contrats de moins de 3 mois. Une mesure qui exclut la majorité des CDD selon Force ouvrière. Un accord fragile signé par 3 syndicats sur 5, mais rejeté par la CGT et FO. Ces deux organisations syndicales représentent 60% des salariés. Aussitôt ouvert, aussitôt refermé. Arnaud Montebourg clôt ce soir le débat autour du diesel de la discorde. Il n'y aura pas de décision en 2013, prévient le ministre, sur une éventuelle prime de conversion pour aider au remplacement des voitures diesel les plus polluantes. Une annonce faite depuis le Salon automobile de Genève tout à l'heure. Dans un contexte que nous connaissons de dégradation sur le front de l'emploi, vous le savez, les bonnes nouvelles sont rares. Mais vous allez le voir, certains secteurs sont prometteurs. L'économie sociale et solidaire offre en effet de nombreuses opportunités d'emploi dans les différentes régions de France. Les collectivités territoriales y croient. Un accord a été signé aujourd'hui en présence du ministre Benoît Hamon pour mettre en avant justement cette économie solidaire. Et nous allons prendre la direction du 18e arrondissement de Paris avec cet exemple d'une entreprise de nettoyage qui tente de réinsérer des personnes en difficulté. On voit tout cela avec Joachim Robb. Une société de nettoyage en plein cœur de la Goutte d'Or. Mais pas une entreprise comme les autres. Ici, le but n'est pas le profit, mais l'insertion. Le principe de l'entreprise d'insertion, c'est de salarier des personnes qui sont en grande difficulté sociale. Elle va réapprendre les codes du travail, réapprendre à travailler, apprendre un métier et lever ses freins à l'emploi. Outre les 3 permanents, l'entreprise emploie 18 personnes chargées de nettoyer une 50aine de sites, bureaux, immeubles privés ou logements sociaux, avec une particularité. On utilise très peu de machines parce que nous, la main-d'œuvre, elle ne nous fait pas peur. Au contraire, on la recherche. Plus on a de personnes qui sont mises à l'emploi, mieux on réussit notre mission d'insertion. Chaque salarié peut consacrer 20% de son temps de travail à des démarches administratives pour obtenir un logement, la CMU ou un emploi pérenne, et bénéficie pour cela d'un accompagnement. J'ai trouvé une offre qui pourrait vous intéresser. On est dans le métier que vous recherchez, le métier de gardien d'immeuble. Il y a la fonction de nettoyage que vous savez faire, puis il y a toute la partie administrative. Sur laquelle vous n'avez pas encore d'expérience, mais peut-être que vous pourrez arriver à vous vendre. Accompagner tout en responsabilisant. C'est à elle de faire la démarche maintenant, d'aller s'inscrire auprès de l'organisme et elle va aller après à la session de recrutement. Je ne vais pas l'accompagner, elle ira toute seule. Depuis sa création en 1997, l'association a aidé plusieurs centaines de personnes à retrouver le chemin de l'emploi. Et à notre compagnie ce soir, Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Pour la chronique nette d'infos et Jean-Louis Gombaud pour l'analyse économique. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors la semaine s'annonce tendue pour le gouvernement. Le quotidien Le Monde révèle ce soir que les lettres de cadrage aux différents ministères seront envoyées dans quelques jours. Le montant des économies, Jean-Louis, a trouvé est de 4 milliards d'euros. Où est-ce qu'ils vont être trouvés ces 4 milliards? C'est le problème. C'est pour ça qu'on sera prudent ce soir, parce que depuis plusieurs semaines, on assiste à un chapelet de chiffres qui commence sans doute à impressionner les gens qui nous écoutent ce soir. Rappelez-vous, il y a de cela maintenant 3 semaines, 4 semaines peut-être, M. Cahuzac avait dit « Je cherche 2 milliards pour boucler mon budget 2013 ». Et d'ailleurs, ici même, on avait, parce que ça avait fuité de Bercy, on avait donné la ventilation des économies qui a été faite ministère par ministère. Or, aujourd'hui même, Monsieur Moscovici nous a dit « Non, pas du tout de question, il n'y aura pas de 2 milliards d'économies à faire supplémentaires pour 2013 ». Il y a maintenant 15 jours, Monsieur Cahuzac avait dit « Il me faut 6 milliards de plus pour l'année 2014, 6 milliards qui me manquent ». Et ce soir, Le Monde nous dit c'est 4 milliards qui lui manquent. Et sans nous dire d'ailleurs s'il s'agit d'économies ou d'augmentation d'impôts. Vous avez rappelé il y a à peu près 5-6 minutes cette histoire de diesel. C'était Madame Bateau qui a dit il faut aligner la fiscalité du diesel sur l'essence, c'est-à-dire à peu près 6,5 milliards. Il y a 15 jours, on nous disait il va falloir fiscaliser les allocations familiales. C'est quand même une augmentation fiscale de l'ordre d'1,5 milliard. Donc,
Les rumeurs sortent de partout, l'argent sort de nulle part, on a l'impression d'une valse hésitation et on ne sait pas sur quel pied danser. Il règne à l'intérieur de Bercy incontestablement une espèce d'effervescence, on a du mal à cadrer la communication. Une chose est sûre, c'est qu'on cherche beaucoup d'argent. Alors, dans cette danse, ce tango peut-être, Jean-Louis, il y a beaucoup de chiffres. C'est difficile d'y voir clair, mais tout laisse à penser que la sévérité budgétaire, la rigueur sera de mise en 2014. Voilà, ça c'est la donnée fondamentale, effectivement, pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison politique. Politique parce que vous vous souvenez que la Commission européenne nous a dit « Non, non, en 2013, vous n'atteindrez pas votre objectif de 3%, vous serez à 3,6%. Maintenant, j'attends votre budget pour 2014. » Et ce budget, d'après le nouveau traité qui a été signé, il doit être soumis à la Commission européenne à peu près au printemps. Et là, la Commission européenne donne son tampon de validation pour le budget qu'elle examine. Et il faut que la France montre, si elle ne veut pas subir les foudres de la Commission européenne parce qu'elle n'a pas les 3% en 2013, il faut que nous avancions un certain nombre de gages sur 2014. Donc il faut se montrer d'entrée de jeu extrêmement sévère pour plusieurs raisons. La première, c'est que la croissance n'est pas là. Donc il faut quand même prendre des mesures au cas où. Ensuite, nous avons voté, le gouvernement a fait voter des hausses d'impôts pour 2013 en précisant bien qu'ils seraient exceptionnels. C'est-à-dire que c'est valable pour 2013, mais ça ne sera pas valable pour 2014. Donc il faut trouver la somme qu'on a collectée en 2013 certaines sommes en matière fiscale, et il faut les trouver pour les remplacer par 2014. Donc on se trouve devant une situation où effectivement il y a un trou budgétaire qu'on ne sait pas pour l'instant combler et dont on ne sait pas évaluer à quelques milliards près à combien il se monte. Merci beaucoup Jean-Luc Gonvaux pour cette analyse. Et tout de suite, comme tous les mardis soirs, c'est la chronique Net d'Info avec Caroline Deschamps. Et c'est désormais la question rituelle du mardi soir. Qu'est-ce qui a fait l'actualité sur le web cette semaine, Caroline? Ah, la viralité du web, Sonia, une vidéo chasse l'autre à la vitesse de la lumière sur le net. Fini le Gangnam Style dont je vous avais parlé ici même. Welcome au Harlem Shake, le nouveau phénomène qui enflamme le web. Alors au départ, c'est un blogueur américain qui poste une vidéo qui montre 4 personnes se déhanchant sur un morceau de musique électro. 30 millions de vues plus tard, aux 4 coins de la planète, tout le monde y va de son Harlem Shake. Le principe est toujours le même, une personne casquée avec un casque ou déguisée commence à bouger, je pense qu'on le voit sur les images, et les autres se mettent aussi à bouger de manière désordonnée. Alors du père de famille avec son fils aux paupiers américains, en passant par la version Lego, ce n'est pas moins de 5000 Harlem Shake qui sont postés chaque jour sur le web. Les plus remarquables, la version sous l'eau d'une équipe de natation américaine, qui est assez amusante, et puis surtout celle de l'armée norvégienne. Et oui, même l'armée s'empare du phénomène. Tant et si bien, Sonia, que le Harlem Shake gagne maintenant le champ politique. Une version parodique du gouvernement a été postée cet après-midi. Et les jeunes pop de l'UMP à Paris se sont aussi déhanchés, histoire de faire le buzz. Regardez l'UMP, puis la parodie du gouvernement. Voilà, avec de beaux déhanchés. Caroline, mais cette danse, ça devient aussi l'expression d'une contestation politique. Oui, esprit frondeur en Égypte. Au Caire, des dizaines d'Égyptiens ont dansé le Harlem Shake devant le QG des frères musulmans, certains déguisés en salafistes. Mais c'est surtout en Tunisie que le Harlem Shake devient un symbole de liberté. Tout a commencé le 23 février dernier où des lycéens de Tunis ont dansé dans l'enceinte de leur établissement. Une vidéo qui a immédiatement fait le buzz sur Facebook et qui a provoqué l'ire du ministre de l'Éducation qui juge, je cite,
ses comportements immoraux. Alors il faut dire que le Harlem Shake mime plus ou moins l'acte sexuel, mais enfin c'est quand même très bon enfant. Mais en Tunisie, la danse délurée devient contestation. En réplique, le site internet du ministère de l'Éducation a été piraté. Les vidéos de Harlem Shake se multiplient dans tout le pays, à Monastir, Tunis, à Sousse. Les lycéens danseurs ont été stoppés par les gaz lacrymogènes de la police, tandis qu'à Sidi Bouzid, le berceau de la révolution, des salafistes ont tenté d'empêcher les tournages de vidéos. Peine perdue, le Harlem Shake, Sonia, est désormais devenu une danse symbole de soif de liberté et d'expression pour la jeunesse tunisienne. Merci beaucoup Caroline Deschamps, je vous dis à mardi prochain. Merci encore Jean-Louis. Et tout de suite, comme tous les mardis soirs, c'est dans un instant plutôt le débat du mardi soir autour d'un sujet délicat et sensible. Plus de la moitié des Français ont déjà été confrontés à la perte d'autonomie d'un proche. La prise en charge de la dépendance des personnes âgées est un sujet majeur qui sera au cœur d'une réforme à venir. De nombreuses questions se posent, notamment sur l'accès aux maisons de retraite trop chères pour de nombreuses familles. On en parle dans un instant avec de nombreux invités en notre compagnie. Mais tout d'abord, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Cécile Sixou. Regardez. Non, Jean-Pierre Michel, le rapporteur du texte sur le mariage pour tous au Sénat, n'auditionnera pas Brigitte Bardot et son collectif. Depuis plusieurs semaines, il reçoit les acteurs concernés avant l'arrivée du texte à la Haute Assemblée début avril, mais il refuse d'écouter les anti-mariage gays. Dans une lettre, il s'explique, selon lui, ce collectif n'est pas sérieux et homophobe. Pour les opposants au mariage gay, le sénateur de la Haute-Saône a une vision étriquée de la démocratie. Christine Boutin demande même sa démission du poste de rapporteur. Nouvelle mise en examen pour Jean-Noël Guérini pour détournement de fonds publics dans une affaire de licenciement abusif présumé. Une nouvelle annoncée par le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône lui-même à sa sortie du bureau du juge. J'ai été mis en examen, bien sûr, et bien que présumé, je répète, et bien que présumé coupable, non, innocent. Et bien que présumé coupable par le juge, je suis innocent. Le licencié en question est Jean-David Sio. Depuis 9 ans, il travaillait au cabinet de Jean-Noël Guérini. Il a reçu 22 000 € d'indemnité en plus du chômage, soit 60 000 € au total, de quoi se présenter aux législatives de juin 2012. Moustapha Ben Jaafar, président de l'Assemblée constituante de Tunisie, a été reçu cet après-midi par Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Il a également rencontré François Hollande. À l'issue de l'entretien, il a annoncé que le gouvernement tunisien sera formé dans les 24 à 48 heures et que des élections législatives seront organisées en Tunisie avant la fin de l'année 2013. Cocktail Molotov contre gaz lacrymogène à Port Saïd en Égypte. Policiers et manifestants continuent de s'affronter pour le 3e jour consécutif. Au total, 6 personnes sont mortes, dont 3 policiers et plus de 400 blessés. À l'origine des manifestations, la décision du ministre de l'Intérieur de transférer hors de la ville 39 prisonniers. Ils attendent d'être jugés dans l'affaire des émeutes qui avaient eu lieu lors du match de football à Port Saïd en février 2012, où 74 personnes ont trouvé la mort. Au mois de janvier de cette année, 21 supporters de Port Saïd ont déjà été condamnés à mort. Trop discrète, la guerre au Mali. Willem de Libération imagine ce que pourrait donner en image la traque des islamistes par l'armée française. Et ce n'est pas beau à voir. C'est une réforme délicate pour le gouvernement et attendue par les Français. La réforme de la dépendance constitue l'un des chantiers majeurs du quinquennat de François Hollande. D'ici quelques jours, pas moins de 3 rapports destinés à préparer le futur projet de loi sur la perte d'autonomie seront remis à l'exécutif. Mais dans un contexte budgétaire restreint, quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement? Cette réforme sera-t-elle à la hauteur des enjeux? Nous insisterons en particulier ce soir sur l'accès en maison de retraite avec nos invités. Je vous les présente avec plaisir. Michel Delaunay, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes ministre en charge des personnes âgées et de l'autonomie. Merci d'être avec nous. Philippe Bas, bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur UMP de la Manche, ancien ministre à la Sécurité sociale et aux personnes âgées. Avec nous également Joëlle Le Gall, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes présidente de la Fédération nationale des personnes âgées et de leurs familles, c'est la FNAPAF. Voilà. Merci d'être avec nous. Et Florence Arnez-Momé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale du CINERPA, c'est le principal syndicat national des maisons de retraite privées. Alors mesdames, messieurs, nous allons d'abord évoquer cette réforme à venir. Michel Delaunay, le chantier de la dépendance devrait être lancé dans les prochains jours avec la remise de rapports, je l'ai dit, commandés sur ce sujet. Avant d'entrer dans les détails, dites-nous quel est l'agenda politique de cette réforme, parce qu'il y a urgence. En effet, vous l'avez dit, 3 rapports, anticipation et adaptation de la société, prévention, un volet très très important, et un 3e rapport sur la comparaison entre les politiques dans des pays voisins et aussi au Québec. Première étape. Deuxième étape, le président de la République nous a fixé très clairement un agenda. La réforme devra être prête avant la fin de l'année 2013. Et cette fois, c'est la bonne. On a tant de fois reporté cette réforme. Je ne vous le fais pas dire. Nous l'avons attendue si longtemps, et en particulier tout au long du quinquennat précédent. Mais malgré, et merci de l'avoir signalé, malgré un contexte budgétaire ô combien plus contraint, malgré un nombre d'âgés encore plus important, nous ferons cette réforme et le président de la République nous en a fixé à la fois les termes principaux et l'agenda. Donc vous nous dites engagement de campagne tenu Philippe Bas. Le gouvernement s'attaque à un chantier délicat, un chantier envisagé sous le précédent quinquennat, mais finalement abandonné. Il y a le courage politique cette fois-ci? Je l'espère, j'entends la détermination de Madame Delaunay et je souhaite qu'effectivement, après l'étape des rapports, l'étape du calendrier, il y ait l'étape de la réforme, que son contenu soit défini. Dans ce domaine, je crois qu'il y a un enjeu de société majeur et je souhaite depuis longtemps qu'on réussisse à améliorer les conditions de la prise en charge des personnes âgées. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de solidarité et qu'on se place du point de vue de ceux qui reçoivent, c'est toujours facile. Mais la solidarité, il y a aussi ceux qui contribuent. Et le véritable enjeu pour le gouvernement, c'est de déterminer les moyens dans cette période de crise grave, où on cherche des économies partout, de mobiliser le supplément de crédits nécessaires pour réaliser cette réforme en faisant appel à la solidarité nationale. Alors, mais pour comment réaliser, on va le voir, pour réaliser cette réforme, Florence Arnez-Momé, est-ce qu'il y a eu consultation? Est-ce qu'il y a eu concertation? Parce qu'on parle beaucoup de commissions, de rapports. Est-ce qu'on vous a associé à la réflexion pour cette réforme à venir? Alors, on nous avait associés sous le quinquennat précédent, puisqu'avec Roselyne Bachelot, qui avait parcouru la France, nous avions beaucoup travaillé. Oui, mais ces rapports existent et ces rapports sont présents et ils sont utilisés. Et nous attendons effectivement désormais un signe de la ministre, mais qui a commencé déjà le mois dernier, puisqu'elle nous a déjà réunis une première fois en janvier. Et nous allons, je pense, commencer une phase de concertation. Mais alors, la consultation dont vous parlez, la méthode du dialogue, du consensus? Cette méthode sera bien évidemment respectée. Mais ce qui a été dit est tout à fait vrai. Sur le 3e volet, réforme de la dépendance, que nous appelons accompagnement de la perte d'autonomie, beaucoup a été fait. Et nous utiliserons ce matériau de manière très positive. Mais nous y ajouterons 2 volets extrêmement importants si nous ne voulons pas aller dans le mur, comme l'a évoqué M. Bas, c'est la prévention, car il faut penser aussi à ceux qui entrent aujourd'hui dans le champ de l'âge. La prévention, vous voulez dire le dépistage? La prévention, c'est-à-dire que nous pouvons, nous, à la fois les pouvoirs publics et les individus, nous pouvons quelque chose à notre vieillissement. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Joëlle Le Gall, est-ce que vous y croyez cette fois à une vraie réforme ambitieuse pour les personnes dépendantes et pour les aidants, les familles, qu'on oublie trop souvent? Bien sûr. Madame Delaunay a répondu avant moi. Je veux votre avis. Est-ce que vous y croyez? Mais écoutez, si je suis ici ce soir,
c'est bien avec l'intention d'y croire. Parce qu'on attend depuis tellement longtemps cette réforme que les familles ne comprennent plus très bien là où nous allons. Alors moi, je voudrais rebondir sur plusieurs choses. On parle de la prévention et puis on parle des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Nous n'avons pas voulu participer au dernier chantier de Madame Bachelot, qui s'appelait le chantier de la dépendance. Et pourquoi donc? Parce que ce que nous attendons, nous, c'est le chantier de la perte d'autonomie et du handicap. Le mot dépendance, nous le condamnons parce qu'on estime qu'un enfant qui sort du ventre de sa mère est dépendant, il est dépendant toute sa vie de quelque chose ou de quelqu'un, mais par contre, un enfant qui sort du ventre de sa mère n'est pas forcément à un moment de sa vie une personne handicapée ou en perte d'autonomie. Vous vous arrêtez pas à un mot, je suppose, pour si, savoir absolument, absolument. Le mot est très important. Alors je vais aller plus loin. Il y a dans cette population des plus de 60 ans, puisque nous assistons aujourd'hui à une barrière de l'âge, nous avons des moins de 60 handicapés, les plus de 60 dépendants. On s'interroge pourquoi le mot dépendant pour ces plus de 60. Il y a dans cette population des plus de 60 deux catégories de citoyens. Il y a des citoyens qui ont un vieillissement normal. Vieillissement normal, on sait très bien que quand on vieillit, notre vie est un peu plus faite au ralenti. Et puis, il y a des citoyens qui, malheureusement, pendant ce vieillissement, ont la malchance de rencontrer une maladie invalidante. Et là, on est dans un schéma tout à fait différent. Et là, on demande, nous, un accompagnement tout à fait différent. Parce que se passe-t-il dans les EHPAD aujourd'hui? Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, ce sont les anciennes unités long séjour de 2000. C'est-à-dire que nous y trouvons aujourd'hui une population de 85 ans minimum avec de lourdes pertes d'autonomie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui se trouvent dans ces établissements, ce sont des personnes qui ont rencontré une maladie invalidante. Alzheimer, sclérose en plaques, AVC, dont on commence à parler beaucoup aujourd'hui, Parkinson, diabète, etc. C'est pas tout à fait les mêmes conditions que le vieillissement normal. On va parler dans un instant en détail des maisons de retraite. Madame la ministre, je voulais qu'on insiste sur les aidants. Ce sont plus de, je crois, ce sont des millions de Français, 4 millions de Français qui soutiennent un proche dépendant. Il y a urgence pour eux. J'ai lu que près de 40% d'entre eux se disent dépressifs. Il y a la fatigue, le stress, la vie qui est mise entre parenthèses. Ils sont les grands oubliés, semble-t-il. Est-ce que vous allez prévoir pour eux un statut particulier finalement? Ils ne sont pas oubliés. Ils sont d'abord la clé de ce qui est la priorité de la réforme et le souhait de tous les Français, rester au domicile le plus longtemps possible. Et sans les aidants proches, familiaux ou amicaux, cela n'est pas possible. Donc, en effet, là aussi, le président François Hollande a posé très clairement que c'était une des pierres importantes de notre réforme, avec des congés spécifiques, un aménagement du temps de travail, même dans la journée, c'est-à-dire la personne qui veut pouvoir aider au repas de sa vieille maman le pourra. Nous sommes très, très branchés là-dessus. Et surtout, le droit au répit, c'est-à-dire la possibilité de trouver en nombre suffisant et à un tarif suffisant des plateformes de répit, des accueils de jour et des accueils temporaires. Sur ce point, j'imagine qu'il y a un consensus. On voit dans le Parisien aujourd'hui, les aidants familiaux ont besoin d'aide. C'est vraiment un cri, un appel. Vous savez, je vois une grande continuité entre ces thématiques que vous rappelez et le plan Solidarité Grand Âge que nous avons mis en œuvre en 2006 et qui visait effectivement, pour partie, à favoriser, par un congé qui a été institué à cette époque, avec les droits à la retraite qui étaient maintenus, le temps donné par les aidants à leurs parents ou époux âgés. Je crois que ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, l'urgence des urgences, ça va être de trouver de l'argent. Excusez-moi d'être trivial. Ça n'est pas joli, peut-être. Mais nous avons une difficulté massive de financement. L'allocation personnalisée d'autonomie, créée au 1er janvier 2002, avec l'idée qu'on aurait 400 000 personnes qui en bénéficieraient, aujourd'hui 1 200 000. Comment est-ce qu'on va payer? Mais là, monsieur, on va rentrer dans les détails. Comment est-ce qu'on va payer aussi le séjour en maison de retraite? On vide le livret de caisse d'épargne, on fait appel à la famille. On a besoin de solidarité. C'est ça la question. On va en parler. Je vous propose d'abord de regarder, de découvrir ensemble une solution alternative. La maison des Baba Yagas à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ce projet expérimental a été conçu il y a plus de 20 ans par des femmes militantes
Regardez, c'est assez exceptionnel. C'est dans cet immeuble comme les autres, au cœur de Montreuil, que les Baba Yaga ont pris leur quartier. Ces femmes de 60 à 85 ans empruntent leur nom aux sorcières des contes slaves. L'ambition qui les rallie, elles veulent rester indépendantes et refusent de vieillir seules. Soit je vieillissais à un moment donné dans une maison de retraite pour femmes retraitées pauvres, parce que je ne veux pas coûter à ma famille, et dans ce cas-là, je serais allée crever dans un mouroir, il n'y a pas d'autre terme, ou soit je rejoignais ce projet qui m'a enthousiasmée tout de suite. Le projet ressemble plus à une résidence étudiante qu'à une maison de retraite. Dans 25 studios de 35 mètres carrés loués 420 € par l'office HLM de la ville, ces femmes ont pour objectif de rompre l'isolement. Aucun personnel médical ou hôtelier sur le site. L'aventure est guidée par un projet politique aux accents libertaires, le maître mot et l'autogestion. Nous ne voulons pas être considérés comme des vieilles femmes dégradées, dépendantes, à qui on dit de faire ce qu'on vient de faire à telle heure. Nous voulons rester autonomes, nous voulons rester des femmes libres et en gérant notre vieillesse nous-mêmes. Plus qu'un lieu de vie, la maison des Baba Yaga est un laboratoire pour inventer de nouvelles formes de prise en charge à condition d'être en bonne santé. L'idée fait des émules. 2 projets de ce type sont actuellement en discussion en région parisienne. Florence Armez-Momé, réagissez, je voulais vous faire réagir sur cette initiative. On a entendu ces femmes dire qu'il faut rompre l'isolement. Elles ne veulent pas finir seules, elles sont ensemble, c'est plutôt positif. Oui, si ce n'est que je n'ai pas vu de personnes âgées en perte d'autonomie là. Donc je ne sais pas exactement, je ne connais pas ce concept, mais évidemment je ne peux être que choquée par le terme aller dans un mouroir. C'est pour nous extrêmement difficile en tant que professionnels d'accepter cette vision des Français. Donc nous sommes des établissements, et je tenais à le rappeler quand même, nous avons fait énormément d'efforts et de progrès dans les 10 dernières années. C'est pas, on attend cette réforme de la dépendance comme un grand soir chimérique, mais ça fait déjà 15 ans que le secteur se mobilise, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et énormément d'avancées ont eu lieu dans les 15 dernières années. Et monsieur le sénateur en était témoin puisqu'il a été ministre. Du sujet. Les maisons de retraite, oui, allez-y. Oui, mais avant, je voudrais saluer cette initiative, comme tant d'autres. Il y a une troisième voie entre le domicile inchauffable qu'on ne peut plus adapter ou aménager et la maison de retraite. Il y a tout un florilège de solutions qu'on appelle de solutions intermédiaires, de logements intermédiaires, où à la fois, comme le disent ces dames que j'ai accompagnées au cours des années précédentes, on est chez soi, on est indépendant et autonome, mais en même temps, on est en prise directe sur les soins, sur les aides en général, et deuxièmement, on est entouré de sociabilité et d'entraide. Les âgés redécouvrent qu'il vaut mieux être ami avec son voisin qu'avec le président des États-Unis. Tout le monde le redécouvre d'ailleurs, oui. Tout le monde. Vous avez raison. Vous êtes sceptique? Oh non, sceptique non. Je connais bien Thérèse Claire. Atteintes de graves maladies, on va le préciser. Mais elles sont plutôt autonomes. Elles sont autonomes. D'abord, elles sont autonomes. Et puis, la grande question qui se pose, ce sont des femmes qui se connaissent depuis très longtemps. Et la grande question qu'on leur a posée, c'est quand l'une de vous va disparaître ou quand l'une de vous sera atteinte d'une grande perte d'autonomie, comment allez-vous gérer ça? Ou quand il faudra remplacer l'une de vous qui va rentrer dans cette espèce de vase clos, comment allez-vous gérer la situation? C'est un peu, mais c'est vrai que à chaque initiative, il y aura des problèmes. On va parler maintenant du principal finalement problème qui reste l'accessibilité des établissements à tous. On précise qu'une place en maison de retraite revient en moyenne à 1 800, 2 000 € par mois aux résidents. Dans le public ou le privé non commercial. Michel Delaunay, qu'allez-vous faire? Encore la moyenne du privé commercial. Est-ce que vous allez commercial. orienter davantage les aides publiques vers ceux qui en ont le plus besoin? Écoutez, très clairement là aussi, notre feuille de route est claire. Il faut rendre les maisons de retraite financièrement accessibles à ce qu'on appelle les classes moyennes, c'est-à-dire au total à tous les Français. Une retraite entre ceux qui ont une retraite entre 1 100 et 1 200 €. Donc il faudra en effet réaménager et améliorer les aides publiques en mettant parallèlement en œuvre d'autres dispositifs. Les autres, à qui vous allez demander des efforts? Aux établissements, aux EHPAD, aux collectivités territoriales? Vous voulez que je vous dise un secret? Oui. À tout le monde. Tout simplement. Ça rassure personne non, que vous demandez à tout le monde. Fait.
parce que nous sommes tous, 100% des Français sont conscients de l'importance du problème. Nous allons demander un effort, mais en faire aussi au nom de l'État. Et je crois que les Français sont aujourd'hui prêts à comprendre et à consentir cet effort. Ça dépend quel effort et à qui vous le demanderez et selon quelle modalité et combien. Mais ça, je crois que c'est l'étape à venir. C'est l'étape à venir. Comme vous le savez, les arbitrages doivent être posés. Mais la volonté est très claire. Et, on a entendu parler d'encadrement de loyer dans les maisons de retraite, on va en parler. Aujourd'hui, c'est vrai, ce coût dans un établissement est hors norme et inacceptable. Inacceptable. Attendez, quand vous rentrez dans des coûts, des moyennes, enfin l'IGAS avait dit en 2009 2200 € en moyenne entre public associatif, privé et privé lucratif. Bon, on peut dire que d'un côté on a 1800, 1900 et de l'autre côté 2002. Bon. Aujourd'hui, que ce soit 1800, 2002, 2005, 3000, 4000, 5000 quelquefois dans du privé à but lucratif, ce qui est inacceptable, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ces personnes qui rentrent dans ces établissements rentrent par nécessité de soins et d'accompagnement de soins. Donc on est dans un registre de solidarité nationale. Dans le prolongement du pacte républicain, vous l'aviez très bien dit, monsieur Bas, à une époque, dans Le Monde, dans un article du Monde, c'est le pacte républicain, chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, et c'est de cette façon-là que doivent être financées la perte d'autonomie des personnes de plus de 60 ans, autant quand elles sont en établissement que quand elles sont en EHPAD. Maintenant, j'ajouterais qu'il y a, au niveau du coût de cet hébergement, des choses aussi complètement inacceptables qui avaient été... Dans le privé comme dans le public dans le privé comme dans le public. Va répondre pour le privé. Non, attendez. Dans le privé comme dans le public. C'est-à-dire qu'au niveau du coût de l'hébergement, vous avez un certain nombre de charges indues qui ne devraient pas s'y trouver. Vous avez des intérêts d'emprunt, vous avez la totalité de l'animation, vous avez la restauration, même pour des restaurations pour des personnes en perte d'autonomie, où il faut faire du mixé, du mouliné. Vous avez toutes les charges administratives. Juste une précision, un coût en maison de retraite, ce n'est pas 60 € ou 1200, non, c'est plus. Aujourd'hui, un coût en maison de retraite, pour une journée, 24 heures sur 24, c'est environ 100-110 €. Public, privé, même chose. Par contre, il y a 30% financés par l'assurance maladie, 10% par les conseils généraux et 60% pour la personne hébergée. C'est ça les curseurs qu'il faut bouger. Donc ça, on ne pourra pas faire moins que 110 €. C'est impossible. Voilà, il y a aujourd'hui des normes techniques. Non, si, aujourd'hui il y a des normes, il y a énormément de réglementations. Vous ne pouvez plus faire d'efforts sur les frais. Ah ben non, sur les coûts, aujourd'hui, c'est majoritairement de la masse salariale et du... Je vous ai laissé parler, madame. C'est majoritairement de la masse salariale et du bâti. On ne va pas dire qu'il y a trop de personnel en maison de retraite. Le bâti, c'est 10 millions d'euros pour la construction d'une maison de retraite. Donc voilà. Et il y a 3 financeurs. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut voir justement avec madame la ministre et avec les décideurs que sont les parlementaires également, qui paye quoi. Voilà. Aujourd'hui, la personne âgée paye plus que l'assurance maladie et les conseils généraux. Dans le public et dans l'associatif à but non lucratif, on n'est pas dans des 120 € de coût d'hébergement par jour. Non, de coût total, de coût global. Vous masquez une partie. Laissez-moi terminer, moi aussi. Mesdames, vous avez en global, c'est 110 € public privé. Je n'ose pas me mêler à ce débat. Vous avez exactement les mêmes financements dans le privé. Mais pas du à tout. but lucratif, par le Conseil général et par l'assurance maladie. Pas du tout. Bon, meilleur financement des soins et de la dépendance dans les établissements publics et financement du bâti dans les établissements publics. Excusez-moi, il n'y a pas un différentiel important. Est-ce que je peux terminer? Dans le privé à but non lucratif et dans le public, les coûts d'hébergement ne sont pas de 120 € par jour. Vous n'êtes pas d'accord. On ne va pas vous mettre d'accord sur le tarif. Michel Delaunay. Je vous parle du coût global. Michel Delaunay. Il y a des efforts à faire. Excusez-moi, on est à plus de 100 €. S'il vous plaît, il y a des efforts à faire peut-être pour les établissements et pour les collectivités territoriales. Qu'allez-vous leur demander? Alors, vous posez, pardonnez-moi, mal le problème, comme si chacun y allait de sa propre enveloppe. Il faut le penser globalement. Première chose, et je voudrais que là tout le monde le comprenne, une maison de retraite, ça n'est pas exactement comme un hôpital, où en effet,
le tarif est pris en charge complètement par l'assurance maladie. Et là, permettez-moi de vous mettre d'accord, la prise en charge des soins par l'assurance maladie est équivalente dans toutes les maisons de retraite. Ah non, là on va pas être d'accord. On ne va pas être à retraite. Non. Des financements de 1 à 3, des niveaux de financement de 1 à 3. Non, excusez-moi. Permettez-moi. Pareil pour les financements conseils généraux. 1 à 3. C'est le GNPP qui décide. Michel, on ne va pas rentrer dans les détails de tous les financements. financements. Là, en effet, il y a un débat en profondeur que nous ne pouvons pas éclairer totalement dans le temps qui nous est imparti. Mais les Français connaissent les chiffres. Hein. Voilà, les Français connaissent les chiffres. Et en effet, les tarifs hébergement, c'est-à-dire ce qui fait, ce que j'avais commencé d'expliquer, qu'une maison de retraite est aussi un lieu de vie. Ce n'est pas un hôpital. Et donc, qu'il est normal que quand la personne le peut financièrement, avec l'aide de sa famille, bien souvent, elle contribue à ce financement. Ce que je regrette une fois de plus, ne croyez pas que j'élude un seul instant la question. Ce sera une des pierres très fortes du 3e volet de notre loi. Et en effet, parlons clair, celui qui nous demandera le plus d'efforts. Cependant, quel que soit cet effort, si nous n'acceptons pas le principe que nous pouvons nous-mêmes quelque chose à l'anticipation de notre vieillissement et de notre perte. On l'a compris, vous l'avez rappelé. Mais aussi, je voudrais donner la parole à Philippe Bas. Aménagement les du femmes domicile, parlent beaucoup, laissons la place un peu aux hommes, s'il vous plaît. Je vous remercie de venir à mon secours. Et Madame Delaunay nous a dit des choses qui sont tout à fait exactes. La prévention, le bienveillir, c'est très important. Simplement, nous sommes aujourd'hui pris à la gorge par le tsunami de la dépendance ici et maintenant. Pas la dépendance que nous allons prévenir pour l'éviter demain. Et il y a une nécessité, c'est que les familles qui ont des petites retraites et qui doivent verser chaque mois le double de leur retraite, il va falloir venir à leur secours. Il ne s'agit pas de ramener de 1800 à 0 la participation de la personne âgée ou de sa famille, c'est impossible. Et ce ne serait pas juste, car il y a le gîte et le couvert, et chacun assure en France son gîte et son couvert. Il est plus cher en ville qu'à la campagne, c'est pas tellement le public et le privé qui joue là. C'est que quand on construit une maison de retraite très chère dans une ville, on paye un foncier très cher. Et ensuite, on a des emprunts à rembourser et c'est très cher. Alors aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on est d'accord pour un surcroît de solidarité? Et si oui, comment le finance? Donc, Madame Delaunay, je n'ai entendu aucune réponse à cette question ce soir. Je comprends que vous ne soyez pas encore en mesure de la formuler, mais je suis aujourd'hui extrêmement impatient d'entendre cette réponse, car c'est la clé de cette réforme. Tout le reste n'est que littérature. Est-ce que dans un tour de table, je peux vous demander... Monsieur le ministre, ce n'est pas littérature. Nous appartenons tous les deux, permettez-moi de vous le dire avec beaucoup d'amitié, à une génération qui s'appelle les baby-boomers, c'est-à-dire des générations très fortes en natalité qui vont arriver massivement au champ de l'âge. Et si nous ne le prévoyons pas, nous allons très clairement dans le mur. C'est clair qu'il y a urgence. Il faut je voudrais d'un mot, s'il vous dire. plaît, parce que je vais donner la parole aussi pour terminer à Florence Armez-Momé et à Joël Le Gall. En un mot, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes des acteurs de ce dossier. Qu'est-ce que vous attendez de cette réforme? S'il fallait le résumer en un mot. Un mot, ça va être quand même compliqué, mais pour nous, en tant que professionnels, une nette amélioration de la qualité des soins en établissement, donc plus de personnel soignant et de meilleures aides à l'hébergement, puisque nous ne souhaitons pas... Le dernier mot, on a une seconde. Le dernier. Nous attendons, excusez-moi, on arrive à la fin de ce journal. Nous attendons que le plan Solidarité Grand Âge se mette totalement en place. Nous attendons la suppression de la barrière de l'âge, parce que le nombre de personnes handicapées de moins de 60 ans évolue aussi, et donc il faut pouvoir considérer un citoyen à part entière, quel que soit son âge, lorsqu'il est Merci d'avoir participé à ce débat. Je voudrais simplement terminer en précisant que dans la très grande majorité, toutes les personnes qui travaillent dans ces institutions sont dévouées à leurs tâches et eux-mêmes se battent pour assurer aux résidents des conditions de vie dignes. C'est très important de le rappeler. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre l'émission politique Preuve par 3. L'invité, c'est l'ancien Premier ministre et sénateur Jean-Pierre Raffarin. Je reste alors. Vous restez? On va rester. Alors je propose aux téléspectateurs
Jean-Pierre Raffarin, l'affranchi, est l'invité ce soir de Preuve par 3, affranchi du bilan de Nicolas Sarkozy. Vous avez pointé récemment les 5 occasions manquées de son quinquennat et de la campagne présidentielle. Nadège Puljac de l'AFP, notre partenaire, reviendra sur ces critiques et vous interrogera également sur la situation à l'UMP. Et puis l'actualité du Sénat, la réforme récente des modes de scrutin, les chances de la droite de reprendre le Sénat en 2014. Toutes ces questions vous seront posées dans la dernière partie de l'émission par Michael Zamès de Public Sénat. Et puis, comme toutes les semaines, les téléspectateurs peuvent intervenir dans l'émission en posant leurs questions via notre partenaire Dailymotion. Alors Jean-Pierre Raffarin, faible mobilisation aujourd'hui contre l'accord sur la sécurisation de l'emploi dans les rues et puis le projet de loi du gouvernement qui va en découler. Est-ce que c'est le signe que le climat social en France n'est pas si explosif que ça? Bonsoir madame, bonsoir à tous. Je pense que le climat social est explosif. Je suis assez préoccupé de la situation sociale dans le pays. Cette manifestation est un modeste signal, mais il y en aura d'autres, hélas, parce que la situation est grave. On a un déficit de croissance. On a une croissance qui, aujourd'hui, veut dire déficit budgétaire, puisqu'on ne va pas atteindre l'objectif de croissance. Si on a une croissance. Il va falloir... oui, mais comme on ne va pas l'atteindre, ça veut dire déficit budgétaire, ça veut donc dire des impôts nouveaux. Et tout ça dans un contexte économique global difficile avec... Je pense, une crise industrielle comme on en a rarement vu, notamment dans le secteur automobile. Et si je prends le secteur agricole, une crise de l'élevage très profonde. Donc vous avez une crise de l'emploi auquel va s'ajouter la crise des impôts, la crise de la classe moyenne qui ne va pas supporter qu'on fasse appel à des impôts nouveaux pour équilibrer le budget. Donc au fond, on ne peut pas y échapper, à votre avis? Je pense qu'on ne peut pas y échapper, puisqu'au fond, les équations budgétaires telles qu'elles ont été bâties par l'exécutif ne sont pas atteignables. Et donc il va falloir remplir les caisses de l'État autrement que par la croissance, c'est-à-dire par l'impôt. Comme il n'y a pas de réforme pour faire des économies de l'État qui sont actuellement à l'étude, qu'on puisse se préparer, discuter, on va les détailler dans l'émission. On voit bien qu'on est dans une situation, au fond, qui peut être explosive parce qu'elle a 3 ingrédients. D'abord, la crise de l'emploi, ensuite la crise de la fiscalité, c'est-à-dire l'alliance dans le mécontentement des couches populaires et des classes moyennes, et puis le fait que les couches qui devaient soutenir le Parti socialiste, les couches sociales qui sont ses habituels soutiens, l'éducation, les fonctionnaires, sont actuellement en grand scepticisme, en grand doute vis-à-vis de la politique socialiste. Donc au fond, le gouvernement n'a plus d'assises populaires. On voit que dans les sondages, la cote de popularité est basse et donc il y a une vraie inquiétude. Alors si ce mécontentement social ne se manifeste pas dans la rue, il se manifestera l'année prochaine dans les rues. Est-ce qu'il faut méditer par exemple l'exemple italien, Mario Monti, bien sûr, tué par l'austérité? Je pense qu'il y a un risque très important de populisme et on voit que ce qui est arrivé en Italie pourrait très bien nous arriver chez nous. On voit les campagnes de Mme Le Pen et de M. Mélenchon et donc au fond, ces personnes qui ne sont pas au fond, qui ne sont pas des partis de gouvernement. Jean-Luc Mélenchon à mettre dans le même sac? Je pense que ce sont 2 formes de protestation qui notamment ont des propositions que je qualifie de populistes et d'irraisonnables quand il s'agit de quitter l'Europe par exemple, comme le dit Mme Le Pen et comme le dit M. Mélenchon. Donc ceux-ci ne sont pas pour moi des partis de gouvernement, ce sont des partis protestataires. Alors ils ont des origines historiques très différentes, donc ils ne peuvent pas être assimilés, mais ils ont la même protestation anti-européenne qui a fait toute la faveur du populisme italien ces dernières semaines. Marine Le Pen qui dit que François Hollande est le Mario Monti français. Je pense qu'en effet, on voit cette campagne se dessiner. Donc, c'est l'intérêt de personne que le gouvernement socialiste soit en grande difficulté. Vous savez, je suis de l'opposition, je veux gagner les prochaines élections, mais je suis très inquiet de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les socialistes, parce que je vois arriver la crise économique et je ne vois rien comme mesure efficace, notamment pour répondre à ce que mais vous attendez quoi alors du président de la République? Le choc de compétitivité. Vous attendez un discours de vérité? Est-ce que vous attendez qu'il vienne parler devant les Français à la télévision? Moi, j'attends. Est-ce que vous attendez que le gouvernement prononce le mot rigueur? C'est un mot un peu tabou dans la classe politique française, à droite comme à gauche. J'attends pas de discours, j'attends de l'action. J'attends un plan national pour la compétitivité. J'attends un plan qui soit vraiment à la hauteur du rapport gallois. Vous savez, ce plan, il a été annoncé à l'automne. Il n'y a rien dedans. Il y a une seule mesure, qui est une mesure sur laquelle le gouvernement a fait beaucoup de communication. C'est le crédit d'impôt.
Peut-être que le crédit d'impôt sera utile à la fin. Donner aux entreprises, dit par exemple Jean-Luc Mélenchon. À la fin de l'année. Ce crédit d'impôt, je pense que le budget d'ailleurs en compte plus que ça, mais ce sera pour l'année prochaine. Le crédit d'impôt, c'est ce qu'on va recevoir à la fin de l'année. Mais qu'est-ce que c'est que la compétitivité? La compétitivité, c'est un prix de revient. Un entrepreneur, au mois de février, aujourd'hui au mois de mars, un entrepreneur, est-ce qu'il va baisser ses prix de revient pour être compétitif par rapport à ses concurrents, français ou étrangers, alors qu'il ne sait pas quelle va être sa recette en ce qui concerne le crédit d'impôt? Donc le crédit d'impôt, c'est absolument pas une mesure pour la compétitivité en 2013. Ce sera peut-être utile pour la trésorerie des entreprises en 2014. Dans le meilleur des cas, c'est pas financé, mais en tout cas, rien n'est fait aujourd'hui pour améliorer la compétitivité des entreprises. Tout se passe comme si l'exécutif n'était pas conscient de la crise industrielle, de l'avis de tempête industrielle qui est annoncé pour le pays. Il y a pourtant le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi dont on parlait au début de l'émission. Est-ce que cet accord vous convient? Est-ce que vous seriez prêt à le voter? Il est utile, je le voterai. Il est utile, c'est une bonne étape, mais ne faisons pas croire aux Français que c'est la solution. C'est une étape dans la bonne direction, d'une certaine flexi-sécurité, un peu plus de souplesse donnée aux entreprises tout en protégeant les droits essentiels des salariés. Donc j'admire d'une certaine manière le courage qu'a la CFDT de signer un accord de cette nature qui, on le voit bien par rapport à la démagogie de la CGT ou de Force ouvrière, impose à la CFDT de montrer son esprit de responsabilité, ce qu'elle fait avec audace. Mais il est clair... Cet accord a aussi été poussé par le gouvernement. Donc est-ce que vous avez l'impression que François Hollande finalement se renie par rapport à ses engagements de campagne ou est-ce qu'au contraire elle fait preuve de pragmatisme? Il est incapable de tenir les engagements de campagne parce que, au fond, sa campagne a été quelque part une tromperie. Il nous a fait croire qu'il suffisait de chasser Sarkozy pour chasser la crise. Ils ont chassé Sarkozy, mais ils ont toujours la crise. Et aujourd'hui, on voit bien que le Parti socialiste s'attendait à ce que les choses se redressent d'elles-mêmes et elles ne se redresseront pas d'elles-mêmes. S'il n'y a pas des réformes de structure très importantes, le Parti socialiste n'y arrivera pas. Ils ont supprimé une mesure qui était essentielle, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Ils seront obligés d'y revenir. Ils parlent aujourd'hui d'augmenter la TVA. Ils n'ont pas voulu appliquer la mesure que Nicolas Sarkozy avait fait voter sur la TVA anti-délocalisation. Ils devront la faire. Ils sont face à un mur aujourd'hui. On parle du mur aux États-Unis. Là, nous avons un mur industriel. Si nous voulons franchir ce mur, il faut baisser nos charges et pour cela, il faut faire des efforts et notamment des efforts comme la TVA anti-délocalisation. Et quand François Hollande réaffirme son objectif d'inverser la courbe du chômage, il l'a redit hier en déplacement à Dijon, il dit que ce doit être une cause de cohésion nationale. Est-ce que vous le soutenez ? Bien sûr que c'est une cause de cohésion nationale et on ne peut que soutenir le président quand il se bat pour l'emploi. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement aujourd'hui ne prend pas les mesures à la hauteur des engagements du président et que c'est le gouvernement qui va faire trébucher le président. Parce que le gouvernement aujourd'hui n'a pas un plan national de compétitivité. Il y a urgence. Il est incroyable de penser que les députés socialistes, que les sénateurs socialistes circulent sur le terrain tous les jours et ne voient pas toutes ces PME aujourd'hui du secteur automobile qui connaissent des difficultés majeures. Mais ces problèmes de compétitivité, Jean-Pierre Raffarin, ils ne sont pas nouveaux. Pourquoi les sénateurs de droite, les députés de droite, quand ils étaient au pouvoir, n'ont pas aidé les industriels français à surmonter ces difficultés-là? Vous n'avez pas lu le rapport de la Cour des comptes qui dit que depuis 2010, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait pris les bonnes mesures. On peut discuter le bilan économique de Nicolas Sarkozy 2007-2010, mais à partir de 2010, sur les derniers mois du quinquennat. À partir de 2010, c'est-à-dire à partir de la crise, vous voyez toutes les mesures qui sont saluées par la Cour des comptes, notamment, je vous le disais, le remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite et aussi la mesure TVA anti-délocalisation. Donc le gouvernement précédent avait pris des mesures. Pourquoi les socialistes sont-ils revenus sur ces mesures? On voit bien qu'ils vont être obligés de chercher régulièrement. Là, on dit 6 milliards, il faut trouver 6 milliards d'économies. Et en fait, il faut trouver 30 à 35 milliards d'économies. Et donc, on voit bien que le gouvernement a besoin d'un plan national de compétitivité. Il a détricoté celui de Nicolas Sarkozy, il n'a rien mis à la place. François Hollande, vous l'avez souligné tout à l'heure, est au plus bas de sa cote de popularité. Il a prévu de faire maintenant tous les mois un déplacement de 2 jours pour rester au contact des Français. Est-ce que c'est la bonne formule, vous qui êtes un homme de communication, pour reconquérir l'opinion? Finalement, est-ce que ce n'est pas dur, même quand on veut être un président normal, de rester au contact de la réalité? Franchement, je pense que ce n'est pas être au contact de la réalité que de croire que le président de la République pourra redresser sa cote de popularité
par une attitude de communication. Ce que les Français attendent, c'est de l'action. Et donc, c'est au gouvernement aujourd'hui de monter en ligne. Je vois que les institutions fonctionnent un peu à l'envers. C'est M. Hollande qui est en train d'aller essayer de sauver M. Ayrault. Au fond, c'est M. Ayrault et le gouvernement qui devraient protéger le président. Donc, on devrait entendre le gouvernement aujourd'hui sur la bataille de l'emploi, sur la bataille de la compétitivité et le soutien aux PME. Bien évidemment que cette crise, elle était antérieure puisqu'elle est partie au fond de 2008-2010. Mais on voit bien aujourd'hui l'extrême gravité de cette crise. Et il y a une attitude qui laisserait penser qu'il suffit d'envoyer le président en province pour arranger les choses. On arrangera les choses que si on arrange les marges des entreprises. L'emploi est dans les marges des entreprises. Mais finalement, on voit bien qu'avec le quinquennat, les choses s'accélèrent et qu'on en revient à un seul et même style de présidence, l'omniprésident, non ? Je pense que c'est une fragilité et qu'on a intérêt à ce que le président de la République soit crédible dans notre pays. Même l'opposition a intérêt à ce que M. Hollande représente bien les intérêts de la France et les aspirations des Français. Et donc, nous n'avons pas intérêt à fragiliser le président. Que le président mène des actions comme aller passer 48 heures en province, c'est utile et je pense que c'est l'occasion pour lui de s'exprimer et d'être en phase avec le pays. Mais sur le fond des choses, c'est au gouvernement aujourd'hui de regarder avec lucidité la vague de tempête industrielle qui s'annonce devant nous et pour laquelle il faut protéger la France de cette vague-là. Or, on ne voit rien venir. Regardez au Sénat, on nous propose des lois électorales, on nous propose un certain nombre d'initiatives, et y compris d'ailleurs le mariage pour tous et quelques autres projets de société. Nous sommes face à une grande vague de tempête industrielle face à nous et on fait comme si elle n'arrivait pas. Elle arrive, tout le monde la voit. Alors, est-ce que la motion de censure déposée par Jean-François Copé ou qu'il va déposer à l'Assemblée nationale a du sens dans ce contexte-là pour débattre des finances publiques en France? Elle a beaucoup de sens parce que moi je crois que l'opposition ne doit pas se contenter de critiquer M. Hollande ou M. Ayrault. Nous devons proposer. Parce que si le populisme arrive comme en Italie, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre seront emportés dans la même protestation. Nous, il faut qu'on montre bien qu'on a une autre politique économique sur les charges sociales. Pour déposer des propositions mais je pense qu'il faut un discours de politique économique, un discours de politique générale pour l'économie. Et ça, c'est une motion de censure. Donc j'attends du président de mon parti que pour la motion de censure, il nous dégage les grandes lignes de ce que serait la politique économique de l'UMP si on était au pouvoir. En quoi elle serait différente de celle de M. Ayrault et en quoi elle répondrait aux problèmes des Français. Nous attendons pour le débat de censure un discours du président de l'UMP sur notre politique économique. Et nous y travaillons les uns et les autres. La concertation est engagée pour assembler les meilleures idées. Allez, Jean-Pierre Raffarin, on va parler de l'UMP. Nadège Puljac de l'AFP va nous rejoindre sur ce plateau. On a l'impression qu'un vent d'émancipation souffle à tous les étages de l'UMP en ce moment. Le droit d'inventaire est ouvert, notamment par vous. Vous avez parlé des 5 occasions manquées de Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat et pendant la campagne présidentielle, mais également par aussi l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui n'hésite pas à se mettre maintenant au même niveau que l'ancien chef d'État dans la course vers 2017. Je vous propose de regarder ce reportage de Jérôme Rabier. Nicolas Sarkozy leur a appris la politique décomplexée. Les leaders de l'UMP comptent désormais l'appliquer, quitte à remettre en cause le leadership de l'ancien chef de l'État. Xavier Bertrand ira à la primaire de 2016, Bruno Le Maire évoque un devoir d'aggiornamento et François Fillon n'hésite plus à se mettre à égalité avec Nicolas Sarkozy en cas de retour de ce dernier. Tout est à reconstruire. Il faut d'abord reconstruire le projet et puis on verra ensuite celui qui est le mieux à même de le porter. J'ai déjà eu l'occasion de dire que si c'était Nicolas Sarkozy, eh bien je soutiendrais Nicolas Sarkozy. Et si en l'occurrence c'est moi qui suis à même de mieux le porter, eh bien je me lancerai dans cette aventure. S'affranchir de la tutelle de l'ancien chef sans pour autant froisser les militants UMP qui voient encore en lui le meilleur recours pour 2017, la tâche n'est pas aisée. D'autant que certains gardiens du temple sarkozyste, comme le courant de la droite forte arrivé en tête lors des dernières élections internes, ne comptent pas laisser enterrer leur leader spirituel. Ce qui est incontestable, c'est qu'on a besoin du talent de Jean-François Copé, du talent de François Fillon, mais que le leader naturel de la droite française, pour moi et pour nous, ça reste Nicolas Sarkozy. Il y a peut-être un problème de leadership aussi, simplement. C'est un problème de leadership. On en a un puisqu'il s'appelle Nicolas Sarkozy. Pour s'émanciper, les leaders de l'UMP doivent aussi réapprendre à gagner sans Nicolas Sarkozy. C'est la stratégie du président actuel de l'UMP qui compte s'appuyer sur des victoires électorales pour s'imposer. Il est normal que certains nombres de mes amis ou de mes aînés se préoccupent de 2017. Moi, je pense que la priorité pour nous, c'est le rendez-vous de 2014. Ne pas se tromper. On ne peut pas imaginer de l'emporter en 2017 si nous n'avons pas d'abord
retrouver les Français à l'occasion des municipales de 2014 et ensuite des cantonales et des régionales. Ne pas parler de 2017 pour éclipser l'idée d'un retour n'empêchera pas de s'interroger sur les échecs du passé. Il faudra, pour certains analystes politiques, faire l'inventaire de ce qui n'a pas fonctionné. Il y a un devoir d'inventaire de la part des dirigeants de droite, y compris Nicolas Sarkozy lui-même, le jour où il déciderait de revenir. Qui dit inventaire dit relever tous les bons aspects qu'il faudra mettre en avant avec fierté auprès des sympathisants de droite, et puis aussi reconnaître les erreurs. On ne perd pas systématiquement toutes les élections comme Nicolas Sarkozy les a perdues tout au long de son quinquennat sans pouvoir